Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter, c'est une vidéo en deux parties. Donc je vais vous présenter l'élevage 100% naturel d'un pote à moi, Méric, qui m'a donné l'autorisation de re-uploader cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais sortie qui dure normalement plus de 40-50 minutes et que j'avais sortie il y a 6 ans maintenant sur la chaîne YouTube. On me l'avait beaucoup demandé. Le problème, c'est que YouTube m'avait bloqué cette vidéo. J'ai réussi à la retrouver dans mes archives, la remonter, enlever les droits d'auteur, les trucs, les problèmes de musique, voilà, pour pas qu'il y ait de problème. C'est juste en attendant, parce qu'il y a des nouvelles séries de vidéos qui arrivent. Je suis en train de préparer tous les itinéraires pour vous filmer chez des éleveurs professionnels comme particuliers, et ça risque de beaucoup vous intéresser. En attendant, voici la partie 1 de la vidéo avec Méric. La partie 2 sortira normalement la semaine prochaine. C'est des terrariums naturels, il y a 6 ans en arrière. Les informations sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Voilà, c'est juste pour vous faire plaisir en attendant que les véritables vidéos arrivent. Tous les liens seront dans la description de la nouvelle chaîne YouTube de mon pote Méric, ainsi que ma nouvelle chaîne YouTube. Parce que Méric a fait une nouvelle chaîne YouTube. Voilà, je le suis à fond. Ça n'a plus rien à voir avec la terrariophilie, mais ça peut peut-être vous intéresser. Tous les liens seront dans la description. Je vous remercie. Ciao. Alors, vas-y, présente-toi. Salut, moi c'est Kevin, souvent connu en tant que Méric ou Zenaku sur les forums. Je suis spécialiste des terrariums naturels. Et donc j'ai invité Fred pour qu'il voit un petit peu une manière différente de faire la terrariophilie. Qu'on prouve un petit peu au monde qu'il n'y a pas que du synthétique, on peut faire du terrarium naturel propre et hygiénique et avoir des espèces magnifiques bien détenues. Voilà, exactement. Donc voilà. j'ai été assez surpris. C'est vraiment un aspect de la terrario que je ne connaissais pas du tout. J'entendais un petit peu parler seulement parce que ça, c'est un aspect de la terrario qui se développe pas énormément, qui n'est pas vraiment connu. Et ça me permet vraiment de vous montrer, voilà, il n'y a pas que mes méthodes d'élevage, hein, je le dis systématiquement. Ça me permet vraiment de vous montrer qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons de faire. Et ben, on est là pour ça. Tu vas un peu nous présenter les espèces que tu as, comment tu procèdes à la maintenance. Comment tu fais vraiment au niveau du substrat, la façon de faire, et puis voilà, on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de curieux qui s'intéressent à la terrariophilie naturelle. On est quand même assez nombreux à le faire, mais c'est souvent sous-marin, les gens ils en parlent pas trop parce qu'il y a énormément de critiques par rapport aux parasites, beaucoup de parasites, voilà, les gens ont peur que tu aies une surpopulation de parasites, que tu aies une surpopulation de saleté, de maladies ou autre, alors que c'est pas vrai en soi. Il y a un entretien à faire, mais il y a aussi une microfaune à installer qui fait l'entretien de ton substrat et qui va éliminer naturellement les intrus que tu pourrais avoir. Après c'est sûr, tu reçois une bête qui a été importée, qui est hyper parasitée, tu la mets pas directement en terra. Quand tu reçois une bête, même si tu veux faire du naturel, tu la mets dans un box sur sopalin pour être sûr de l'état naturel du truc. Voilà, moi j'ai beau regarder tes animaux, ils sont en parfaite santé, ils sont vraiment beaux. Et j'ai remarqué qu'il y avait, en plus on a pu observer ça très vite quand même, qu'il y a une différence de comportement notable. Voilà. Alors moi, je ne manipule jamais. Alors que mes serpents, je ne les fais jamais chier. Dans mon entretien, je change l'eau juste tous les 2 jours. Point. Je vais jamais les manipuler, je vais jamais les emmerder. Que ça soit naturel, c'est une chose, mais l'eau, par contre, est toujours. Voilà. De l'eau fraîche en permanence, c'est important parce qu'au bout de 48 heures, il y a un dépôt qui se fait à la surface de l'eau et qui peut être très pathogène pour les reptiles. Tu as un ami allemand, quand il part en vacances, il met une goutte de vinaigre pour augmenter l'acidité de l'eau, pour pas qu'il y ait de problème de parasites. C'est pas à faire tout le temps. C'est pas à faire tout le temps. Bien sûr. Mais si jamais on part une semaine en vacances, tu peux pas changer l'eau chaque jour ou tous les 2 jours. C'est vrai que si on a un ami qui peut le faire, c'est encore mieux. Mais c'est des techniques, c'est des méthodes à savoir, c'est des choses à savoir pour après, justement. Pas à faire tout le temps. Parce que la terrario, c'est quand même une passion qui nous permet aussi d'avoir des animaux, de partir en vacances, de pouvoir. Mais derrière, bon, il y a quand même des trucs à savoir, des trucs à faire. C'est comme quand tu as un chat, un chien, si tu peux pas le prendre avec toi en vacances, faut toujours trouver une nounou. Bon, le désavantage quand tu as des installs, tu peux pas tout déménager, tout refaire et emmener chez les gens, donc c'est toujours bien d'avoir des amis. On va pas trouver une nounou pour ça. Je pense pas que la nounou elle soit contente d'avoir des trucs comme ça chez elle. Bon, après il y en a, on va savoir, mais c'est important d'avoir des amis qui puissent être là et il faut pas être toujours dans son coin et dans la critique. Il faut se faire un cercle d'amis, avoir des connaissances pour apprendre, partager et avoir un coup de main comme ça quand il y a besoin. Ça sert à rien de dire ouais je fais mieux que les autres et je suis dans mon coin, c'est faux, c'est des conneries.
Fred a sa méthode, j'ai ma méthode. C'est des méthodes différentes, mais les deux méthodes sont bien. Il n'y a pas obligatoirement une méthode qui est mieux que l'autre. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Du moment que nos animaux sont en bonne santé, du moment que tout se passe bien, ben voilà. Pourquoi essayer de... C'est ça. Après, il faut pas se lancer dans une terrario à se dire je collectionne. C'est pas grave s'ils sont malades, c'est pas grave s'ils sont 6. C'est pas de la terrario, c'est de la collection. C'est de la connerie. Voilà. Nous, on fait de la terrario, c'est pour observer les animaux qu'on aime. Après, moi, je manipule jamais, d'autres manipulent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut savoir quand même que la manipulation, c'est un gros source de stress pour les animaux. Ce sont des animaux sauvages. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce sont des animaux sauvages. Même s'ils sont domestiqués depuis des années, beaucoup vont dire oui, ils sont habitués à la manipulation. C'est des animaux qui sont... Voilà, ils ne sont pas habitués à la manipulation, ils la tolèrent. Mais ils sont pas habitués. C'est une tolérance. Voilà, c'est ça. Après, comme on va le voir, il y en a qui ne tolèrent pas du tout la manipulation et qui vont te bouffer au moindre truc, quoi. Donc, on va voir ça. Donc voilà. Bon, on va commencer en haut. On va bien voir. Alors, le terrarium. Donc, comme je disais, on est sur du 1 m, 1 m 70 sur 70 de hauteur. Pour une Pantherophis algainensis, donc anciennement Obsoletus quadribitatus. Donc le serpent ratier jaune, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on ne voit pas. On va essayer de... C'est dommage parce qu'avant de filmer, je tenais à dire qu'il était quand même dans les branchages en hauteur. Voilà. D'ailleurs, j'ai filmé une petite séquence, on le verra quand même. Pratiquement que dans les arbres, dans les bayous, dans les Everglades. Et c'est une espèce qui est très 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 caractérielle. Dans le sens où elle, en fait, quand elle est bien en forme, à peine j'ouvre le terrarium, elle me saute à la tronche, quoi. Donc c'est vraiment une espèce qui a un caractère à la con. Et comme tu le vois là, comme je te montrais, tu vois la fougère. Oui. J'avais eu un gros manque de luminosité, donc j'ai rajouté les ampoules LED. Et du coup, la grosse est morte d'un côté, mais elle nous a fait 2 rejets qui sont en train d'exploser là et qui vont bien partir dans quelques temps. Oui, dans quelques temps, ça va vraiment être et tout là, vert. Je pense que donc c'est une fougère de Boston, toute bête, toute simple. Et là, on est sur de la mousse espagnole. Donc en fait, c'est un Tillandsia qui va pas tarder à fleurir, je pense, et qui s'y plaît énormément. Et en termes de substrat, on va prendre en exemple celui-ci. L'importance dans un terrarium naturel, en fait, c'est la sédimentation. On peut faire un terrarium naturel avec des plantes synthétiques si on n'a pas la main verte, si on n'a pas envie de se faire chier à prendre des plantes et de les perdre, parce que ça peut être frustrant quand même à force. On peut le faire avec des plantes synthétiques. L'important du terrarium naturel, en fait, c'est son substrat. Et le substrat, c'est vraiment, là, on peut le voir. Je vais retirer le bac d'eau, on va voir la sédimentation complète du substrat. Ah oui, on voit vraiment les couches. Voilà. Donc j'ai une petite couche de billes d'argile juste là, avec de la poule ozone, qui permet d'avoir une bonne rétention d'eau. J'ai une bonne grosse couche de terre argileuse, qui se gorge d'eau, qui est très nutritif pour les racines des plantes. Ensuite je mets, là on voit pas trop parce qu'il y a une bonne grosse couche de billes d'argile et de terre argileuse, mais je mets de la terre de bruyère, qui est assez acide pour les plantes, pour les racines des plantes. Je mets une bonne grosse couche, surtout au niveau des plantes, parce que les racines aiment bien les terres un petit peu acides, et bien irriguées. Ensuite, j'utilise un mélange de tourbe de coco, de poule ozone et... Il faut avoir une connaissance en botanique et... Alors pas obligatoirement, tu vois, pas obligatoirement, mais ce petit mélange de surface, en fait, c'est du terreau bio. Toujours prendre des terres bio, parce que si vous prenez... du truc bas de gamme où il y a énormément d'additifs et tout ça, il faut laisser tourner le terrain 1 an à vide avec que des vers de terre. Parce que le ver de terre, son principe actif, c'est de dépoussiérer et de dépolluer la terre. Mais mettre un serpent avec des trucs chimiques dedans,
les caillures elles vont en prendre un coup, les plantes vont prendre un coup, on va avoir un rejet de trucs dans l'air, ça va pourrir carrément les voies respiratoires et au final tu te retrouves avec un serpent mort, tu comprends pas pourquoi. Vraiment le plus naturel possible, le plus bio. C'est pour ça que le bio, allez c'est quoi, c'est 4 € de plus sur certains produits, dans certaines jardineries. Mais au moins, on peut le laisser directement, le mettre directement, remettre le serpent après, peut-être pas le jour même, mais voilà, c'est mieux. Donc toujours du bio. Et dans cette couche de surface, l'important c'est qu'elle soit drainante. C'est pour ça que tu mets des pouzzolanes, parce que ça draine bien l'eau. Ça, c'est des petites pierres volcaniques. Je sais pas si tu connais. Oui, je vois comment elles sont. Et ça draine bien l'eau. Tu mélanges ça avec de l'humus de coco, de l'humus de forêt et du terreau bio. Tu mélanges bien ça, tu fais un bon mélange homogène, tu mets ça en surface. C'est ta plus grosse partie de terre en fait, celle qui va être la plus nutritive pour les pousses, les jeunes pousses et les rejets, c'est là où ils vont planter directement les racines et c'est ce qui va les nourrir le plus. Ouais. Et ensuite en surface, pour apporter de la microfaune, je mets un mélange d'éclats de coco. Vous voyez dans ces vidéos qu'il utilise pour ses terrariums tropicaux. Je suis devenu fanatique des éclats de coco. Fanatique de ça. Moi, ça me sert de nourriture pour mes détritivores. Les détritivores raffolent de ça. Donc je mélange ça avec de l'humus de forêt, je ramasse ça, surface de forêt, au pied d'un arbre, je ramasse ça. Et dedans, dans cet humus de forêt, il y a énormément de larves de colombole, de cloporte. Voilà, il faut d'autres insectes. C'est pas juste un terrarium naturel où on met le serpent et c'est tout. Il y a vraiment toute une faune qui se développe. Voilà, un écosystème qui se développe. Et l'écosystème, il n'est pas si compliqué que ça. Moi, j'en ai entendu sur des forums qui me disaient faut pas faire ça tout de suite quand tu débutes parce que c'est trop dur. Non. Si tu suis la méthodologie, après, moi je fais comme ça, j'ai un ami qui fait autrement. Toujours dans la même base, mais il fait d'autres mélanges, il fait d'autres façons, il fait une autre sédimentation. Lui, par exemple, il n'utilise pas de terre argileuse, il met directement un film pour plantes, pour éviter que l'eau aille trop dans les billes d'argile. C'est important, les vers de terre, je tiens à préciser, dans un terrain naturel, pour que ce soit vraiment bioactif, qu'il n'y ait pas d'entretien dessus, mettez un bon paquet de vers de terre. Pas énormément non plus, mais 2 bonnes poignées ou des boîtes pour la pêche. Dans les magasins de pêche, oui, voilà, 3 fois rien. Tu mets des vers canadiens dedans, tu fous 2 boîtes dans un terrain de cette taille-là, donc dans un 120-60-60 en moyenne, je mettais une boîte sur le sol. Et le sol aéré va être plus propice. Exactement comme dans la nature. Voilà, ça va être plus propice pour les jeunes pousses, pour tout ça. C'est en Propeltis nigra, donc le serpent roi noir, et c'est pas le serpent roi noir du Mexique, donc le Lampropeltis nigritus. Énormément de gens l'ont vu, ils l'ont fait « Ah, du nigritus, j'en veux trop ». Non, non, c'est du nigra. Là, nous sommes sur des terrariums d'1 mètre de profondeur. 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre sur 1 mètre. Ça commence à faire. Ouais, c'est une idée qui m'a trotté depuis longtemps et j'ai remarqué quand même qu'avec plus de profondeur comparé à l'habitude, tu as un comportement qui change. Le comportement défensif est moins visible et l'animal a plus de recul pour se mettre à l'abri en fait. Donc du coup, il est beaucoup moins stressé. Et beaucoup moins défensif. Donc du coup, tu peux t'en approcher sur des espèces comme le nigra, qui est quand même une espèce qui est très timide et qui va se cacher au moindre mouvement. Elle, par exemple, elle se cache au moindre mouvement. Sincèrement, j'arrive toujours à la voir en thermorégulation et tu as une certaine confiance dans le fait que il juge à l'œil, il le voit bien, c'est que tu ne peux pas atteindre dans le fond. Ou alors, si tu vas dans le fond, comme tu vois, il faudrait que je rentre la moitié du corps, la tête. Et le serpent a le temps de se planquer parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on est sur 10 cm de substrat. Dans ces 10 cm de substrat, on a quand même énormément de cachettes. C'est quand même blindé de cachettes. Donc voilà. Et il y a des terriers qui sont vraiment sous terre pour que l'animal puisse avoir un coin frais. Parce que moi, on vit dans le sud, on est dans l'Aude. Ma pièce, sincèrement, au plus fort de l'été, elle monte facile à 40 degrés. Et au point chaud, ouais, j'ai presque 35 et 30 au point froid. Mais j'éteins jamais dans le sens où mes animaux, à l'observation, j'ai vu l'année dernière, s'ils ont trop chaud, ils vont sous le bac d'eau ou alors dans les cachettes au point froid que j'humidifie un petit peu. S'adapte comme dans la nature. Et s'adapte vraiment. Là, on est aussi sur du Lampropeltis. Alors Lampropeltis californiae, c'est l'un des plus connus, je pense. Donc là, on est sur du bioactif, du naturel. Alors j'avais vu à la tête tout à l'heure dans les rochers là-bas. Ouais, elle doit être sous les rochers. Okay. Elle est juste là, tu vois, tu la vois, elle est juste là, elle est en mode curieuse. Ah oui, je vais essayer de la... Tu vois, là, et en plus, elle est juste à côté d'un excrément qui n'a pas encore été détruit par les détritivores. Dans ce genre de terrarium, cloporte, colombole, c'est à proscrire.
Étant donné que c'est un milieu extrêmement aride, parce que pour ce genre de terrarium, ce que j'utilise en détritivore, c'est souvent des vers de farine adultes, donc des ténébrions, qui sont en fait des détritivores qui vivent aux États-Unis, dans le désert, aux États-Unis en fait. Et ils sont assez courants dans les déserts. Et donc du coup, les larves sont souvent sous les pierres, tu vois, et elles se nourrissent des divers détritus. Et les adultes sont de très 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 bons détritivores. En fait, c'est un scarabée qui mange que de la merde, grosso modo. C'est un peu la même famille que les bousiers en fait. Ça se nourrit pratiquement que de ça. D'accord. Et le reste de mue, pareil. De temps en temps aussi, je laisse quelques blattes. Pas énormément, et que des mâles, parce que sinon t'es vite envahi, surtout dans un terrarium comme ça. Mais quelques blattes Red Runner, qui sont des blattes qui vivent dans les milieux arides, pour vraiment nettoyer. Ensuite, souvent, comme c'est du Lampropeltis, je varie l'alimentation. Donc je ne donne pas que des rongeurs. Je donne des serpents, mais je donne aussi des lézards. Quand j'arrive à avoir quelques petits pogonas, quand je peux avoir, ou autre, je lui donne. Donc je lui donne vivant. Comme dans la nature, quoi. Voilà, en sachant qu'un pogona contre un Lampropeltis, c'est pas du pogona adulte, hein, c'est du juvénile. Non, mais on est d'accord, là, voilà. Tu donnes vraiment du bébé, quoi, du juvénile. Il résiste pas longtemps, donc c'est pas blessant pour le serpent. Je pense que tu vas avoir beaucoup, tu te sens bien là, le débat dans les commentaires, bien hard. C'est dégueulasse de donner des pogonas et compagnie, mais on nous le dit bien pour les souris et les rats. Voilà, dans la nature, tous les serpents ne mangent pas que des rongeurs. Hop. Donc là, on revient sur une autre batterie et d'autres espèces un poil moins connues. Alors, on va d'abord partir sur cette espèce-là. Voilà, qui est le Storeria decai limnet, ou limnetes, je ne sais plus trop, qui est un serpent miniature qui se nourrit essentiellement de vers de terre et qui forcément n'est pas là, qui doit être ailleurs. On continue sur du naturel, même en petit bac. Hein. Voilà, bon après c'est tu vois, c'est des pierres, de la mousse, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, mais l'important c'est la microfaune. Voilà. Donc ça c'est une petite femelle. Pour l'instant elle est jeune. Voilà, à peu près quel âge? À peu près 1 an, grosso modo, qui m'a été gentiment vendue par une amie. Salut Charlotte, j'espère que tu le verras. Donc voilà, c'est une petite femelle. J'avais un mâle. Je trouve ça magnifique. C'est beau, hein, c'est superbe. C'est limite un peu trapu quand même. Hein. C'est pas tout parce fin, que tout là, elle s'aplatit en fait pour t'impressionner. D'accord. En fait, ils ont cette tendance à s'aplatir et à souffler, un peu comme les Natrix de chez nous. Voilà, c'est une fâcheuse tendance à s'aplatir et à souffler. Et en fait, cette espèce a un régime alimentaire très particulier vu qu'elle se nourrit uniquement de vers de terre. Là, cette taille-là, tu peux commencer à donner des petits vers de terre. Mais quand je l'ai eu, c'était des morceaux de vers de terre coupés au ciseau. Et j'avais un mâle avec... Ça gigote toujours un peu, même quand voilà, tu le mais coupes au c'est ciseau. ça, c'est le mouvement, mais c'est à la pince, tu vois, c'est au mouvement ou opposé. Et j'avais un mâle qui n'a pas survécu, qui venait d'un autre éleveur, mais qui n'était pas déjà en superbe forme et qui n'était pas terrible. Et lui, c'était vraiment des anneaux de vers de terre parce qu'il était minuscule. Je me rappellerai toujours parce que les potes qui me l'ont ramené de Ham se sont foutus de ma gueule avec la taille de ces bordels. Et il n'a pas survécu, ce qui est dommage parce que c'était un couple non consanguin. J'aurais bien aimé les reproduire, mais j'espère retrouver l'année prochaine un petit mâle. Et c'est une espèce qui à l'âge adulte fait la taille d'un stylobique. Donc c'est pas énorme. T'as le petit Pantherophis qui est juste dessous là. Donc c'est un Pantherophis guttatus miami, hein, tout le monde le connaît, ce genre de Pantherophis, je pense. Personnellement, comme je te l'ai dit, je suis pas un gros amateur de mutations. Oui, tu m'en avais parlé. Je préfère vraiment les espèces classiques. Après, c'est vrai que la localité Miami, pour moi, c'est la plus jolie avec la localité Upper Cay, qui est une localité voisine qui se trouve uniquement sur les îles Cay en Floride. Et quand tu regardes, c'est un peu une sorte de hypomélanisme du Miami. Tu vois, c'est un Miami beaucoup plus clair. D'accord. Et c'est vachement joli. Il y en a un qui s'y connaît bien. C'est Richard. Richard Dijoux. Oui, je connais très bien. Qui avait un magnifique couple de Upper Cay que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir acheter. Ce qui est bien dommage. Elle a l'air curieuse parce qu'elle ressort sa tête, elle vient, après elle rentre. Mais en ce moment, elle est essentiellement nocturne. Donc, elle se demande s'il n'y a pas une petite proie quand je fais du bruit. Alors ça, c'est un comportement typique que j'essaye de garder avec toutes mes espèces. C'est ce comportement de chasse. Je nourris que aux morts. Sur les rongeurs, je nourris que aux morts pour éviter les accidents.
parce qu'avec un rongeur, un accident est très vite arrivé. Oui, même si tu essaies de te rapprocher au maximum de la nature, il faut je pas non garde plus, quand même la sécurité nécessaire. Exactement. Voilà, c'est un rongeur, ça pardonne pas. Donc c'est vite arrivé. Il n'y a que vraiment les petits lézards ou les grenouilles que je laisse au vivant.